Avant que les récits ne prennent la forme de mythes, avant même que la mémoire humaine ne s'organise en chronologie, certaines civilisations ont laissé derrière elles autre chose que des ruines. Elles ont laissé des silences inscrits dans la matière. En Mésopotamie, au cœur d'une plaine façonnée par les fleuves, des tablettes d'argile ont traversé les millénaires sans élever la voix. Elles ne racontent pas une légende, mais une rupture. Une succession d'événements consignés avec méthode, comme si leurs auteurs ignoraient qu'ils décrivaient la fin de leur propre monde. À mesure que ces signes sont déchiffrés, une réalité plus troublante émerge. Une guerre ancienne, méthodique, presque administrative, dont les effets semblent avoir dépassé le simple affrontement humain. Ce qui a disparu alors ne fut pas seulement une cité, mais un équilibre fragile entre l'homme, la terre et le ciel. Bien avant que les mots ne servent à raconter des exploits ou à célébrer des dieux, ils furent d'abord un outil de mesure, de contrôle et de mémoire fragile. En Mésopotamie, l'écriture n'est pas née d'un besoin de poésie, mais d'une nécessité plus silencieuse. Compter des récoltes, suivre des troupeaux, noter des échanges, l'argile humide recevait des marques simples, répétées, presque mécaniques. Rien ne laissait encore présager que ces signes deviendraient, des millénaires plus tard, les témoins d'une disparition. Le paysage dans lequel ces premières tablettes apparaissent est instable. Entre le Tigre et l'Euphrate, la terre est généreuse, mais imprévisible. Les crues nourrissent les champs autant qu'elles les détruisent. La survie dépend d'un équilibre constant entre l'eau, le sol et l'organisation humaine. C'est dans cette tension permanente que naissent les premières cités sumériennes. Des ensembles d'habitations serrées autour de temples, de greniers, de canaux entretenus sans relâche. Rien n'y est laissé au hasard. Avant même que l'histoire ne soit racontée, elle est administrée. Les scribes, encore peu nombreux, apprennent à inscrire le réel dans la matière. Chaque tablette est pensée pour durer. Une fois séchée, l'argile conserve fidèlement ce qui lui a été confié. Des quantités d'orge, des dates de livraison, des noms de fonctionnaires. Ces objets ne sont pas faits pour être lus par le peuple, mais pour être rangés, empilés, consultés en cas de litige. Ils constituent une mémoire collective, silencieuse, mais rigoureuse. Ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que ces tablettes disent, mais le moment précis où elles apparaissent. Elles surgissent dans un monde qui semble encore maîtrisé. Les canaux fonctionnent, les champs produisent, les temples accumulent. L'écriture accompagne un ordre stable, presque confiant. Rien n'indique une urgence, encore moins une menace imminente. Les textes sont sobres, répétitifs, sans émotion. Ils reflètent une société qui se projette dans la continuité. Pourtant, sous cette apparente stabilité, des tensions discrètes existent déjà. La gestion de l'eau impose une coopération constante entre cités voisines. Une canalisation mal entretenue en amont peut ruiner des récoltes en aval. Les frontières sont floues, mais les intérêts sont précis. Chaque tablette qui mentionne un champ, un canal, une ration, trace aussi une ligne invisible entre ceux qui possèdent et ceux qui dépendent. L'écriture, en fixant ces réalités, les rend plus rigides. L'argile conserve également ce qui n'est pas dit. Les absences, les silences. Certains sites archéologiques révèlent à des archives soudain interrompues. Des séries de tablettes qui s'arrêtent sans transition. Aucun message d'alerte, aucun récit de catastrophe. Simplement, plus rien. Comme si l'acte même d'écrire avait cessé brusquement, laissant derrière lui des étagères figées dans le temps. Avant la guerre, avant la chute, il y a toujours cette phase discrète où tout semble encore fonctionner. Les scribes continuent de noter, les rois de gouverner, les prêtres d'offrir. Les tablettes de cette époque ne crient pas le danger, elles murmurent la normalité. Et c'est précisément cette normalité qui rend leur silence ultérieur si troublant. Ce que l'on perçoit aujourd'hui, en reconstituant cette période, ce n'est pas une civilisation naïve, mais une société convaincue de la solidité de ses fondations. L'écriture conçue pour préserver l'ordre deviendra, sans le vouloir, le témoin de son effondrement. Et déjà dans la poussière accumulée avant l'histoire, quelque chose commence à se fissurer, presque imperceptiblement, à l'ombre des premières lignes gravées dans l'argile. Les premières cités sumériennes ne se définissaient pas seulement par leurs murs ou par l'étendue de leurs champs. Elles existaient avant tout par leur relation avec l'invisible. Chaque ville se concevait comme une entité placée sous la protection directe d'une divinité tutélaire. Cette présence n'était pas symbolique, elle structurait l'espace, le pouvoir et le quotidien. Le temple n'était pas un lieu à part, mais le cœur vivant de la cité, à la fois centre religieux, administratif et économique.
Tout ce qui comptait y transitait, des offrandes aux décisions. Dans ce monde, les dieux ne résidaient pas dans un ailleurs inaccessible. Ils étaient perçus comme proches, attentifs, parfois capricieux. Les textes retrouvés montrent une obsession constante pour les signes, les présages, les déséquilibres subtils. Une récolte médiocre, une crue inhabituelle, un rêve troublant pouvaient être interprétés comme des messages. Les scribes consignaient ces indices avec soin, cherchant à maintenir un dialogue fragile entre la cité et les forces qui la dépassaient. L'architecture elle-même traduisait cette relation. Les temples s'élevaient sur des plateformes visibles de loin, comme pour rappeler que l'ordre venait d'en haut, mais devait être entretenu ici-bas. Autour d'eux, les habitations se pressaient, les ateliers fonctionnaient, les marchés s'installaient. Rien n'était véritablement profane. Même les gestes les plus ordinaires s'inscrivaient dans une logique cosmique. Travailler la terre, réparer un canal, distribuer des rations étaient autant d'actes destinés à préserver l'harmonie. Le pouvoir politique ne se distinguait pas clairement du pouvoir religieux. Le roi n'était pas un souverain absolu, mais un intermédiaire. Son rôle consistait à garantir que les volontés divines soient respectées. Les inscriptions le décrivent souvent comme un berger chargé de guider et de protéger, mais aussi de rendre des comptes. Si la cité prospérait, c'était le signe d'un équilibre maintenu. Si elle déclinait, la responsabilité pouvait être partagée entre l'homme et le divin. Les tablettes révèlent une société attentive à la continuité. Les rituels sont répétés avec précision, parfois à l'identique sur plusieurs générations. Cette répétition n'est pas un simple conservatisme. Elle répond à une crainte profonde du désordre. Tout changement non maîtrisé est perçu comme une menace potentielle. Dans cet univers, la stabilité n'est jamais acquise, seulement entretenue. Pourtant, certains textes laissent transparaître une inquiétude diffuse. Des prières demandent pardon sans faute clairement identifiée. Des offrandes sont augmentées sans raison apparente. Les dieux semblent parfois silencieux ou difficiles à interpréter. Les scribes notent des anomalies sans toujours en comprendre la portée. Ces signes ne déclenchent pas de rupture immédiate, mais ils s'accumulent lentement. La cité continue de fonctionner, mais le dialogue avec le divin devient plus tendu. Les rituels se multiplient, comme pour combler un vide. Les textes évoquent des purifications, des tentatives de rétablir un équilibre perçu comme fragile. Rien n'indique encore un conflit armé, mais l'idée d'une menace extérieure commence à apparaître en filigrane. Les dieux, protecteurs de la cité, pourraient se détourner. Ce basculement est subtil. Il ne se manifeste pas par une proclamation ou un événement unique. Il se lit dans la manière dont les textes changent de ton, devenant plus implorants, plus préoccupés par l'ordre à maintenir. La cité qui parlait aux dieux semble désormais attendre une réponse qui tarde à venir. Et dans ce silence grandissant, une question commence à s'imposer, sans être formulée clairement. Que se passe-t-il lorsque ceux qui protègent une civilisation cessent de répondre, et que les hommes doivent continuer à agir comme si rien n'avait changé? Lorsque l'on observe les tablettes sumériennes les plus anciennes, une impression s'impose immédiatement. Elles n'ont rien d'improvisé. Chaque marque est posée avec une intention précise, dans un ordre maîtrisé, selon des conventions partagées. L'argile encore humide reçoit ces signes comme une surface docile, mais le geste du scribe est tout sauf spontané. Il s'inscrit dans une tradition déjà bien établie, transmise, corrigée, perfectionnée. L'écriture est devenue un outil de stabilité dans un monde où peu de choses le sont réellement. Ces tablettes ne racontent pas des histoires. Elles consignent des faits, des livraisons, des stocks, des contrats, des décisions. Leur langage est sec, presque impersonnel. Pourtant, à mesure que l'on progresse dans le temps, quelque chose change subtilement. Les textes commencent à refléter une complexité nouvelle. Les mentions deviennent plus longues, les références croisées plus fréquentes. La société qu'elles décrivent se densifie, se structure davantage comme si elle cherchait à se protéger par la précision. L'argile a cette particularité de figer l'instant. Une fois cuite ou simplement séchée, elle ne permet plus de correction. Ce qui est écrit reste avec ses erreurs éventuelles, ses approximations, ses silences. Les scribes le savent. Leur rigueur n'est pas seulement administrative, elle est existentielle. Dans un environnement où la mémoire orale peut se transformer, l'argile devient une garantie contre l'oubli. Elle conserve ce que la voix pourrait déformer. Mais cette permanence a un revers. Lorsque les conditions changent brusquement, l'écriture révèle des fractures. Certaines tablettes témoignent d'une accumulation inhabituelle. Des stocks qui semblent ne plus circuler,
des rations enregistrées sans distribution claire, des listes qui se répètent sans évolution. Ces détails, anodins pris isolément, dessinent ensemble un ralentissement, comme si la machine sociale continuait de fonctionner sur le papier alors que la réalité commençait à lui échapper. Les archives mises au jour dans certaines cités présentent une autre anomalie. Les tablettes sont parfois retrouvées en désordre, brisées, mélangées à des débris domestiques. Cela suggère une rupture brutale, mais sans trace immédiate de pillage systématique. Les objets précieux sont parfois laissés sur place. Ce qui a interrompu l'usage de l'écriture ne semble pas avoir été motivé uniquement par le gain. L'abandon paraît précipité, presque contraint. Dans plusieurs cas, des tablettes inachevées ont été découvertes. Des lignes commencées, mais jamais terminées. Le calame a été retiré avant la fin du texte et l'argile n'a pas été lissée. Ce détail est troublant. Il suggère une interruption soudaine du geste, un moment où l'acte d'écrire n'a plus été possible ou prioritaire. Ces fragments figent une seconde suspendue où l'ordre administratif cède face à une urgence inconnue. Les signes eux-mêmes évoluent. Certaines formes deviennent plus anguleuses, moins soignées. Les espacements varient. Cela pourrait indiquer un changement de scribe, une formation accélérée ou une pression accrue sur ceux qui écrivent. L'écriture, censée apporter de la clarté, commence à trahir une tension. Elle reflète une société qui tente de maintenir une façade de continuité malgré des perturbations croissantes. Il est important de noter que ces tablettes ne décrivent pas directement une guerre. Aucun récit détaillé de bataille, aucune glorification d'exploits militaires. Et pourtant, le vocabulaire change. Des termes liés à la protection, à la surveillance, à la mobilisation apparaissent plus fréquemment. Ils sont intégrés dans des textes administratifs comme si la préparation à un conflit se faisait sans déclaration formelle. La menace reste diffuse, non nommée. Ce silence narratif est révélateur. Dans une culture où l'écriture sert avant tout à organiser, la violence n'est pas immédiatement racontée. Elle est anticipée par des ajustements pratiques, des réquisitions, des déplacements de ressources, des priorités modifiées. L'argile enregistre ces changements sans les expliquer. Elle ne commente pas, elle constate. Avec le recul, ces tablettes apparaissent comme les derniers témoins d'un monde encore convaincu de sa capacité à se gérer. L'écriture continue, même lorsque les fondations se fragilisent. Elle devient presque un acte de résistance, une tentative de maintenir le réel dans des cadres connus. Mais à un certain point, le geste cesse. Non parce qu'il n'y a plus rien à écrire, mais parce que les conditions mêmes de l'écriture disparaissent. La civilisation sumérienne repose sur un principe simple et exigeant. Rien ne peut être laissé à l'improvisation. Dans une plaine où la pluie est rare et les fleuves imprévisibles, la survie dépend d'un réseau complexe de canaux, de digues et de bassins. L'eau doit être guidée, retenue, distribuée avec précision. Chaque cité entretient ses propres infrastructures, mais aucune n'est totalement autonome. Les réseaux s'étendent au-delà des murs, reliant des communautés dont les intérêts peuvent diverger. Les tablettes évoquent sans cesse ces travaux. Nettoyage des canaux, réparation, affectation de main-d'œuvre. Ces tâches sont cycliques, presque rituelles. Elles suivent le rythme des saisons, mais aussi celui des décisions humaines. Un retard, une négligence peut provoquer des conséquences durables. Les scribes enregistrent ces opérations avec minutie, conscients que l'équilibre hydrique conditionne tout le reste. Sans eau maîtrisée, les champs s'appauvrissent, les réserves diminuent, les tensions augmentent. Ce contrôle de l'eau ne concerne pas seulement l'agriculture, il façonne la structure sociale. Ceux qui supervisent les canaux détiennent un pouvoir considérable. Ils décident où l'eau circule et donc où la vie prospère. Les conflits liés à l'irrigation ne sont pas exceptionnels. Ils sont intégrés dans le fonctionnement normal des cités. Des accords sont conclus, des compensations prévues, des arbitrages consignés. Tant que ces mécanismes fonctionnent, la stabilité est préservée. Au-dessus de cette organisation terrestre, un autre ordre guide les décisions. Le ciel. Les Sumériens observent attentivement les mouvements des astres, non par simple curiosité, mais parce qu'ils y cherchent des correspondances. Les cycles célestes sont perçus comme des reflets de l'ordre cosmique. Leur régularité rassure. Elle offre un cadre prévisible dans un environnement instable. Les prêtres et les scribes notent les apparitions, les disparitions, les alignements, cherchant à relier ces phénomènes aux événements terrestres. Cette attention portée aux étoiles n'est pas abstraite.
Elle influence les calendriers agricoles, les périodes de travaux, les rituels. Le temps est découpé, organisé, anticipé. Là encore, l'écriture joue un rôle central. Elle permet de comparer, de prévoir, de corriger. Les cités se pensent comme intégrées dans un ensemble plus vaste, où le ciel et la terre doivent rester en accord. Mais cet équilibre est fragile. Les canaux, malgré leur sophistication, modifient progressivement les sols. L'irrigation intensive entraîne une accumulation de sel. Les tablettes ne parlent pas directement de ce phénomène, mais elles laissent entrevoir ses effets. Certaines terres produisent moins. Des champs sont abandonnés puis réattribués. Les rendements fluctuent sans raison immédiatement compréhensible. Les scribes notent les chiffres sans toujours pouvoir en expliquer la cause. Face à ces variations, les réponses restent organisationnelles. On creuse de nouveaux canaux, on ajuste les rotations, on déplace les cultures. Ces solutions demandent du temps, des ressources et surtout une coopération continue. Or, à mesure que les tensions augmentent, cette coopération devient plus difficile. Les cités défendent leurs intérêts, parfois au détriment de l'ensemble. Un canal détourné en amont peut affaiblir une région entière. Les observations célestes prennent alors une autre dimension. Lorsque les récoltes échouent ou que les crues se dérèglent, le ciel est interrogé avec plus d'insistance. Les présages sont interprétés, parfois de manière contradictoire. Les tablettes montrent une multiplication des consultations, des rituels, des tentatives pour rétablir l'harmonie. Le regard se tourne vers le haut, comme pour compenser une perte de contrôle ici-bas. Ce monde réglé par les canaux et les étoiles repose sur une confiance partagée. Confiance dans les infrastructures, dans les cycles, dans la capacité humaine à maintenir l'ordre. Lorsque cette confiance commence à se fissurer, tout le système est affecté. Les ajustements techniques ne suffisent plus à masquer un déséquilibre plus profond. L'eau circule encore, les astres poursuivent leur course, mais la relation entre ces éléments et la société change. Les tablettes les plus tardives de cette période reflètent cette tension. Les décisions deviennent plus pressantes, les marges de manœuvre plus étroites. L'écriture continue de fixer un monde qui se dérègle lentement. Et dans cet écart croissant entre l'ordre attendu et la réalité observée, une autre forme de réponse commence à se préparer. Lorsque les canaux et les étoiles ne suffisent plus à garantir la stabilité, la question de la protection prend une place nouvelle, ouvrant la voie à des choix qui transformeront durablement le destin de ces cités. Dans les textes les plus anciens, le roi sumérien n'apparaît pas comme une figure lointaine ou redoutée. Il est décrit à travers une image récurrente, presque humble, celle du berger. Cette métaphore n'est pas décorative. Elle exprime une conception précise du pouvoir. Gouverner, c'est veiller, guider, maintenir l'unité d'un ensemble fragile. Le roi marche devant, mais il reste responsable de ceux qui suivent. Sa légitimité repose moins sur la force que sur sa capacité à préserver l'équilibre. Les tablettes administratives et rituelles dessinent le portrait d'un pouvoir profondément enraciné dans le quotidien. Le roi supervise les travaux hydrauliques, veille à la redistribution des ressources, garantit le bon déroulement des rituels. Il n'est pas séparé du fonctionnement de la cité. Il en est une extension humaine. Son autorité s'exerce à travers des décisions pratiques, consignées dans l'argile avec la même sobriété que les comptes de grains. Cette proximité a une conséquence importante. Lorsque les tensions apparaissent, elles atteignent directement la figure royale. Les échecs agricoles, les conflits autour des canaux, les signes célestes interprétés comme défavorables ne sont pas perçus comme des accidents isolés. Ils questionnent la capacité du roi à remplir son rôle d'intermédiaire. Les textes montrent une multiplication d'actes destinés à restaurer la faveur divine. Offrandes accrues, rénovation de temples, proclamation de piété. Le pouvoir tente de rassurer, de montrer qu'il agit. Mais à mesure que les difficultés persistent, le rôle du roi commence à évoluer. Les décisions prennent une tonalité plus défensive. La protection des ressources devient prioritaire. Les tablettes mentionnent des affectations de main-d'œuvre à des tâches de surveillance, des contrôles renforcés sur les stocks. Ces mesures ne sont pas présentées comme exceptionnelles, elles s'intègrent dans la gestion courante, mais leur fréquence augmente. Le berger commence à compter ses troupeaux avec plus d'insistance. Cette transformation se lit également dans la manière dont les rois sont nommés dans certains textes. Les épithètes soulignent désormais la force, la vigilance, la capacité à repousser. Sans jamais décrire ouvertement un ennemi, le vocabulaire suggère une attente. Quelque chose est perçu comme menaçant, même si sa nature reste floue. Le pouvoir s'adapte à une réalité plus incertaine. Les relations entre cités reflètent cette évolution.
Là où dominant des accords pragmatiques, on observe des revendications plus affirmées. Des frontières sont mentionnées avec plus de précision. Des terres sont qualifiées de protégées. Les rois ne se contentent plus d'assurer la prospérité interne. Ils doivent aussi garantir la sécurité face à l'extérieur. Cette pression modifie leur posture. Le berger devient progressivement un gardien. Pourtant, cette transition n'est pas brutale. Elle s'opère sans rupture visible. Les rituels continuent, les textes administratifs se poursuivent. La guerre, si elle se prépare, n'est pas encore racontée. Elle est absorbée dans la gestion quotidienne, diluée dans des décisions techniques. Cette discrétion est révélatrice. La violence n'est pas glorifiée. Elle est envisagée comme un risque à contenir, non comme un objectif. Ce silence contraste avec les traces matérielles que l'archéologie révélera plus tard. Mais à ce stade, dans les textes, tout se passe comme si la société refusait de nommer ce qui approche. Le roi, en tant que garant de l'ordre, doit maintenir l'apparence de stabilité. Reconnaître ouvertement une menace serait admettre une faille dans l'équilibre qu'il est censé préserver. Les tablettes montrent ainsi un pouvoir pris dans une tension croissante. Agir sans affoler, protéger sans avouer la peur, maintenir des structures conçues pour la paix dans un contexte de plus en plus incertain. Cette position est intenable à long terme. Le rôle du roi, pensé pour une société stable, se trouve confronté à des défis qui dépassent ses cadres traditionnels. À la fin de cette période, les textes laissent entrevoir un glissement irréversible. Le langage de la protection prend le pas sur celui de la prospérité. Le souci de préserver remplace celui de développer. Le berger continue de guider, mais son regard est désormais tourné vers l'horizon, attentif à des signes qui ne viennent plus seulement du ciel ou des champs, mais d'un ailleurs encore indistinct. Et c'est dans cet espace de tension entre vigilance et silence que les présages commencent à être consignés avec une gravité nouvelle, annonçant une étape où l'attente cède progressivement à la confrontation. À mesure que l'équilibre des cités sumériennes devient plus difficile à maintenir, l'attention portée aux signes s'intensifie. Les tablettes révèlent une société qui observe, interprète, consigne, avec une rigueur presque anxieuse. Rien n'est trop insignifiant pour être noté. Une anomalie dans le ciel, un comportement inhabituel d'un animal, un rêve troublant rapporté à un prêtre. Ces éléments sont enregistrés non comme des curiosités, mais comme des avertissements possibles. Le monde est perçu comme un réseau de messages à déchiffrer. Les présages ne sont pas nouveaux dans la culture sumérienne. Ils ont toujours accompagné la prise de décision. Mais leur multiplication dans les textes tardifs suggère un changement d'attitude. Là où ils servaient autrefois à confirmer un ordre établi, ils deviennent des outils pour anticiper une menace. Les tablettes d'augure se font plus nombreuses, plus détaillées. Les correspondances entre signes et conséquences sont affinées, comme si l'on cherchait à réduire l'incertitude par la classification. Cette démarche traduit une perte de confiance dans les mécanismes habituels. Lorsque les canaux ne suffisent plus à garantir les récoltes, lorsque les accords politiques s'effritent, le regard se tourne vers l'invisible avec une intensité nouvelle. Les dieux sont sollicités non plus seulement pour bénir, mais pour avertir. Les textes implorent des indications claires, des orientations précises. Pourtant, les réponses semblent ambiguës, parfois contradictoires. Les scribes consignent ces interprétations sans les commenter. Ils notent que tel signe annonce un danger, que tel autre suggère un renversement. Ces formulations restent prudentes. Elles n'annoncent pas directement une catastrophe, mais évoquent des déséquilibres, des pertes, des ruptures. Le langage est mesuré, presque technique. La peur n'est jamais exprimée ouvertement, mais elle transparaît dans l'accumulation. Certains présages concernent explicitement la cité. Ils évoquent des murs fragilisés, des portes ouvertes, des fondations instables. Ces images peuvent être symboliques, mais leur récurrence est frappante. Elles apparaissent dans un contexte où l'organisation urbaine est pourtant bien établie. Leur présence suggère une inquiétude profonde quant à la capacité de la cité à se protéger. Le vocabulaire de l'ouverture et de la vulnérabilité devient plus fréquent. Les présages liés au pouvoir royal prennent également une place importante. Des textes associent certains signes à la perte de faveur divine, à la faiblesse du souverain, à des troubles internes. Là encore, rien n'est affirmé de manière frontale. Les formulations restent conditionnelles, mais leur simple consignation indique que ces scénarios sont envisagés. Le rôle du roi comme garant de l'ordre est questionné, même si cela n'est jamais dit explicitement. Ce qui distingue ces textes, c'est leur absence de résolution. Les présages sont notés,
interprétés, parfois accompagnés de recommandations rituelles, mais ils ne semblent pas conduire à des décisions radicales. La société continue de fonctionner comme suspendue dans une attente prolongée. Les rituels se multiplient, les offrandes s'intensifient, mais les signes ne cessent pas. Ils s'accumulent, formant une toile de fond inquiétante. Cette dynamique crée un climat particulier. Le danger n'est pas identifié, mais il est anticipé. Les textes ne décrivent pas un ennemi précis, ni une cause unique. Ils évoquent un ensemble de perturbations, comme si la menace était diffuse, difficile à localiser. Cette incertitude est peut-être plus déstabilisante qu'une confrontation claire. Elle empêche une réponse directe, laissant place à une vigilance constante. Les présages consignés avant la chute témoignent ainsi d'une civilisation en état d'alerte silencieuse. Les tablettes deviennent des archives de l'inquiétude, des tentatives de donner du sens à des phénomènes qui échappent au contrôle humain. Elles montrent une société qui pressent un changement majeur sans pouvoir en définir les contours. Avec le recul, ces textes prennent une dimension particulière. Ils ne prédisent pas l'événement qui va suivre, mais ils en dessinent l'atmosphère. Une période où l'ordre semble encore intact, mais où chaque signe est interprété comme potentiellement fatal. Cette tension entre continuité et pressentiment prépare le terrain pour la suite. Lorsque les tensions invisibles commenceront à se transformer en actions concrètes, ces présages apparaîtront comme les derniers avertissements consignés dans l'argile avant que l'attente ne cède la place à une montée plus tangible des conflits. Après les présages, il n'y a pas immédiatement le choc. Il y a une période plus difficile à saisir, faite de glissements progressifs et de décisions apparemment mineures. Les tablettes de cette époque ne décrivent pas une rupture franche, mais une modification du rythme. Les échanges se raréfient. Les mentions de livraisons lointaines deviennent moins fréquentes. Les cités semblent se replier sur elles-mêmes, concentrant leurs efforts sur la préservation plutôt que sur l'expansion. Les archives administratives montrent une attention accrue portée aux ressources essentielles. Les stocks sont vérifiés plus souvent, les distributions plus strictement encadrées. Les termes employés suggèrent un contrôle renforcé, presque méfiant. Là où la circulation des biens était fluide, elle devient conditionnelle. Chaque mouvement est justifié, enregistré, validé. Cette bureaucratie plus lourde trahit une inquiétude latente. Les relations entre cités, autrefois fondées sur des accords pragmatiques, prennent une tonalité plus distante. Les tablettes évoquent des litiges, des désaccords prolongés, des négociations qui s'éternisent sans aboutir. Les mots restent mesurés, mais leur répétition indique une usure. La confiance, élément essentiel à la coopération hydraulique et commerciale, s'effrite lentement. Chacun surveille l'autre sans oser rompre ouvertement. Cette montée des tensions est d'autant plus difficile à percevoir qu'elle ne s'accompagne pas de déclarations officielles. Il n'y a pas de proclamation de guerre, pas d'appel explicite aux armes. La menace reste diffuse, intégrée dans le quotidien. Les cités continuent de fonctionner, mais leurs priorités changent. La réparation des murs est mentionnée plus souvent. La surveillance des accès devient une tâche régulière. Ces mesures sont présentées comme préventives, mais leur accumulation dessine un paysage de plus en plus fermé. Les déplacements de population constituent un autre indice. Certaines tablettes font état de transferts de main-d'œuvre, de regroupements inhabituels. Des travailleurs sont déplacés vers des zones jugées stratégiques. Ces mouvements ne sont pas décrits comme des fuites, mais comme des réaffectations. Pourtant, leur fréquence et leur direction suggèrent une anticipation. On se prépare à faire face à une pression sans la nommer. Les tensions internes ne doivent pas être sous-estimées. Les périodes de stress prolongées exacerbent les inégalités. Les textes mentionnent des litiges liés aux rations, des plaintes, des ajustements forcés. Le langage administratif tente de maintenir une façade d'ordre, mais il laisse transparaître des frictions. La cohésion sociale, essentielle à la survie collective, est mise à l'épreuve. Dans ce contexte, le silence des dieux devient plus lourd. Les rituels se poursuivent, mais les signes favorables sont rares. Les présages continuent d'être consignés, souvent avec des interprétations prudentes. L'absence de réponse claire renforce le sentiment d'incertitude. La société est prise entre la nécessité d'agir et l'impossibilité de désigner un ennemi ou une cause unique. Ce qui rend cette période particulièrement troublante, c'est son apparente normalité. Les marchés fonctionnent encore. Les scribes écrivent toujours. Les rois gouvernent. Et pourtant, chaque décision semble désormais guidée par la crainte d'un déséquilibre imminent. Les tablettes deviennent le reflet d'une vigilance constante, presque épuisante. La montée des tensions invisibles prépare le terrain pour une transformation plus radicale.
Lorsque la pression s'accumule, sans être relâchée, elle finit par trouver une issue. Les textes ne décrivent pas encore cette issue, mais ils en esquissent les contours. La société se raidit, se protège, se replie. Les mécanismes conçus pour la stabilité sont utilisés pour faire face à une menace persistante. À ce stade, la guerre n'est toujours pas nommée. Elle n'est pas encore racontée, mais elle commence à influencer les structures mêmes de la cité. Les choix effectués dans cette période, souvent discrets, auront des conséquences durables. Ils conditionnent la manière dont le conflit à venir sera vécu, perçu et finalement consigné. La lente montée des tensions invisibles n'est pas un prélude spectaculaire, mais un glissement silencieux où l'équilibre se transforme peu à peu en fragilité, ouvrant la voie à l'apparition de signes plus concrets, inscrits non plus seulement dans les textes, mais dans les objets mêmes de la guerre. À partir d'un certain moment, le vocabulaire des tablettes change de manière presque imperceptible. Des termes apparaissent, intégrés dans des listes, des inventaires, des affectations de ressources. Ils ne sont pas accompagnés d'explications, comme s'ils allaient de soi pour ceux qui les lisaient à l'époque. Ces mots désignent des objets liés à la protection et au combat. Pourtant, ils ne sont jamais décrits. Aucune forme, aucune matière, aucun usage précis n'est détaillé. Leur simple mention suffit. Cette absence de description n'est pas un oubli. Elle reflète une normalisation progressive de la violence. Les armes deviennent des éléments administrés comme les autres. Elles sont comptées, déplacées, stockées. Elles entrent dans le langage bureaucratique sans provoquer de rupture narrative. La guerre, si elle se prépare, est absorbée dans la routine de la gestion. L'argile enregistre leur existence sans en souligner la gravité. Les tablettes mentionnent des distributions inhabituelles. Des objets sont attribués à des groupes spécifiques, parfois désignés par leur fonction plutôt que par leur nom. Cela suggère une organisation structurée mais discrète. Les responsabilités sont définies, les ressources allouées. Rien n'indique un affrontement imminent, mais tout laisse penser à une préparation méthodique. Le silence autour de ces armes est peut-être une manière de préserver l'ordre symbolique de la cité. Les lieux de stockage prennent également une importance nouvelle. Des bâtiments sont identifiés comme réservés à des biens sensibles. Leur accès est contrôlé. Les tablettes consignent ces mesures avec la même neutralité que pour les greniers ou les ateliers. Cette équivalence est troublante. Elle montre à quel point la société tente de traiter la guerre comme une extension de la gestion ordinaire plutôt que comme une rupture. Il est possible que ces armes aient été bien connues de tous. Leur description n'était peut-être pas nécessaire. Mais cette familiarité pose une question. À quel moment des objets conçus pour la violence deviennent-ils suffisamment intégrés pour ne plus nécessiter d'explication ? La répétition de ces termes dans des contextes administratifs suggère que la cité s'est adaptée à leur présence, les acceptant comme une composante de son fonctionnement. Les textes restent silencieux sur l'origine de ces armes. Sont-elles produites localement, échangées ou récupérées lors de conflits antérieurs ? Les tablettes ne le disent pas. Elles se contentent de noter leur circulation. Cette absence d'origine renforce l'impression d'une menace diffuse. Les armes sont là, mais l'ennemi reste invisible. La préparation se fait sans désignation claire de ce contre quoi il faut se défendre. Cette situation crée une tension particulière. La société est équipée pour un conflit qu'elle ne nomme pas. Les objets sont prêts, les hommes affectés, les ressources allouées. Mais le récit manque. Il n'y a pas de discours mobilisateur, pas de justification idéologique clairement exprimée dans les textes conservés. La guerre est envisagée comme une nécessité technique, non comme une épreuve morale ou symbolique. Ce décalage entre préparation matérielle et silence narratif est révélateur. Il suggère une difficulté à intégrer la violence dans le cadre conceptuel existant. Les Sumériens ont bâti leur société sur l'idée d'un ordre maintenu par l'équilibre, la régularité, la répétition. La guerre, par nature, introduit une rupture. En la traitant administrativement, on tente de la rendre compatible avec cet ordre. Les tablettes révèlent aussi des ajustements dans la formation. Des individus sont désignés pour des tâches spécifiques liées à la protection. Leur statut est parfois distinct. Ces mentions restent rares, mais leur présence indique une spécialisation croissante. La défense n'est plus une responsabilité collective diffuse. Elle devient une fonction assignée, encadrée, inscrite dans l'écrit. Malgré ces indices, rien dans les textes ne décrit l'impact émotionnel ou social de cette transformation. L'argile ne conserve pas la peur, ni l'attente, ni les discussions informelles. Elle ne retient que ce qui est jugé utile à la gestion. C'est précisément cette retenue qui rend ces documents si troublants.
Ils montrent une société qui se prépare à la violence sans jamais la raconter. Lorsque l'on considère ces tablettes dans leur ensemble, une impression persiste, celle d'un monde qui se dote des moyens de se défendre, tout en espérant peut-être ne jamais avoir à les utiliser. Les armes sont nommées, mais elles restent abstraites, presque théoriques. Et dans cet espace, entre la préparation et l'action, une question demeure en suspens. Que se passe-t-il lorsque les outils de la guerre, longtemps intégrés dans le silence administratif, cessent d'être des objets stockés pour devenir des instruments utilisés, transformant définitivement la nature de la cité et la mémoire qu'elle laisse derrière elle? Il arrive un moment où les archives cessent d'être ordonnées. Les tablettes, autrefois rangées avec soin, apparaissent brisées, dispersées, parfois enfouies sous des couches de débris qui ne correspondent plus à une activité quotidienne normale. Cette rupture matérielle marque un changement profond. Elle ne résulte pas d'une simple négligence. Elle témoigne d'un événement qui a interrompu brutalement le fonctionnement de la cité, au point de rendre inutile, voire impossible, la poursuite de l'écriture. Dans certaines villes sumériennes, les fouilles ont mis au jour des salles d'archives figées dans un désordre soudain. Des tablettes encore crues, jamais séchées, se sont effondrées sous leur propre poids. D'autres portent des traces de fractures qui ne correspondent pas à une usure progressive. Elles semblent avoir été écrasées, piétinées ou déplacées sans précaution. L'espace où l'ordre administratif était maintenu devient un lieu de silence et de ruine. Ce qui frappe, c'est l'absence de récupération. Dans de nombreux cas, les tablettes ne semblent pas avoir été volontairement détruites pour effacer une mémoire. Elles ont simplement été abandonnées. Personne n'est revenu les ranger, les réparer ou même les réutiliser. Cela suggère que la rupture n'a pas été suivie d'un retour rapide à la normale. La continuité, si essentielle à cette civilisation, s'est interrompue sans transition. Les tablettes brisées racontent aussi une autre histoire, celle de gestes interrompus, des textes inachevés, des listes qui s'arrêtent au milieu d'une ligne, des sceaux qui n'ont pas été apposés. Ces détails indiquent que l'abandon ne fut pas planifié. Les scribes n'ont pas eu le temps de conclure, de fermer les archives, de préserver ce qui devait l'être. L'écriture s'est arrêtée parce que les conditions mêmes de son exercice ont disparu. Autour de ces archives, l'environnement archéologique renforce cette impression. Les couches de destruction contiennent des objets du quotidien laissés sur place, des outils, des récipients, parfois même des réserves alimentaires. Rien n'indique une évacuation organisée. La ville n'a pas été vidée progressivement. Elle a été figée dans un état de désordre soudain, comme si le temps s'était brutalement contracté. Le silence des textes à ce moment précis est particulièrement éloquent. Il n'existe pas de tablette décrivant l'événement lui-même. Aucun récit de bataille, aucune plainte officielle, aucune tentative de justification. La mémoire écrite s'arrête avant de pouvoir témoigner. Ce que nous percevons n'est donc pas une narration de la catastrophe, mais son empreinte indirecte. Les tablettes brisées deviennent les derniers témoins d'un monde qui n'a pas eu le temps de se raconter. Ce silence pose une question essentielle. Qui a brisé ces tablettes? Était-ce le résultat d'une attaque extérieure, d'un conflit interne ou d'un effondrement social plus large? Les archives, en tant que symbole de l'ordre, sont souvent des cibles. Leur destruction peut signifier la volonté d'effacer une autorité. Mais ici, l'absence de sélection, le caractère désordonné des ruines, suggèrent davantage une violence diffuse qu'un acte symbolique maîtrisé. Il est également possible que les tablettes n'aient pas été intentionnellement détruites. Elles ont pu être victimes d'un chaos généralisé où la survie immédiate l'emportait sur la préservation de la mémoire. Dans un tel contexte, l'écrit perd sa fonction première. Il ne protège plus, il n'organise plus. Il devient un vestige inutile, abandonné au sol. La ville silencieuse qui émerge de ces fouilles n'est pas seulement une ville détruite. C'est une ville privée de sa voix. L'écriture, qui avait permis de structurer la société, cesse brutalement. Ce silence est plus parlant que n'importe quel récit. Il indique que l'événement a dépassé la capacité de la civilisation à se représenter elle-même. En observant ces tablettes aujourd'hui, nous ne lisons pas seulement des textes, nous lisons leur absence. Les espaces vides, les lignes interrompues, les fragments sans suite forment une narration négative. Ils racontent un moment où la continuité administrative, religieuse et sociale a été rompue de manière irréversible. Ce basculement marque une étape décisive. Jusqu'ici, la guerre restait diffuse, anticipée, préparée sans être racontée. Avec les tablettes brisées, elle laisse une trace matérielle indiscutable. Mais elle demeure muette. Aucun héros, aucun ennemi nommé.
seulement une ville qui cesse d'écrire et qui, ce faisant, disparaît de l'histoire telle qu'elle se racontait elle-même. Et dans ce silence soudain, une autre question commence à se poser. Si les tablettes se sont tues, que reste-t-il pour comprendre la nature exacte de ce conflit lorsque l'argile ne suffit plus et que seule la matière porte encore les marques de ce qui s'est produit? Lorsque les traces écrites s'interrompent, il ne reste que la matière. Les murs, les sols, les objets, tout ce qui a été déplacé, brisé ou abandonné. Ce que révèle cette matière, lorsqu'on la confronte au silence des tablettes, n'a rien du récit glorieux que l'on associe souvent au conflit ancien. Il n'y a pas de monument célébrant une victoire, pas d'inscription exaltant un chef triomphant. La guerre qui se dessine ici est dépourvue de figures héroïques. Elle semble avoir été vécue comme une épreuve à subir plutôt qu'un événement à raconter. Les couches archéologiques associées à cette période montrent une destruction irrégulière. Certaines zones sont fortement touchées, d'autres semblent relativement épargnées. Cette distribution inégale suggère une violence fragmentée, peut-être prolongée, plutôt qu'un assaut unique et décisif. Les bâtiments administratifs et religieux ne sont pas systématiquement ciblés, ils sont parfois endommagés par ricochets, pris dans un chaos plus large. Cela renforce l'impression d'un conflit sans centre clair, sans moment fondateur. Les armes retrouvées sur ces sites ne racontent pas davantage. Elles sont rares, souvent usées, parfois cassées. Elles ne sont pas disposées comme des trophées ou des offrandes. Leur présence est discrète, presque banale. Elles semblent avoir été abandonnées là où elles sont tombées, sans mise en scène. Là encore, rien ne vient nourrir un récit épique. La violence n'est pas magnifiée. Elle est simplement là, intégrée aux décombres. Les restes humains, lorsqu'ils sont découverts, confirment cette impression. Ils ne sont pas toujours enterrés selon les rites habituels. Certains corps semblent avoir été laissés sur place, recouverts par des couches ultérieures. Cela peut indiquer une incapacité à accomplir les gestes funéraires, soit par manque de temps, soit par désorganisation sociale. La mort n'est plus ritualisée. Elle devient un fait brut, dépourvu de cadre symbolique. Cette absence de héros peut être interprétée de plusieurs manières. Il est possible que la guerre ait opposé des groupes culturellement proches, partageant des codes similaires. Dans ce cas, glorifier la victoire aurait été problématique. Il est aussi possible que le conflit ait été vécu comme une succession de pertes, sans issue claire, rendant toute célébration déplacée. Les sources matérielles ne permettent pas de trancher, mais elles convergent vers une même idée. Ce conflit n'a pas été intégré dans un récit valorisant. La structure même des cités à cette époque suggère une autre lecture. Les défenses, lorsqu'elles existent, semblent avoir été renforcées progressivement, puis dépassées. Les murs montrent des réparations hâtives, parfois inachevées. Cela indique une pression continue, une adaptation constante à une menace persistante. La guerre n'arrive pas comme un événement ponctuel. Elle s'installe, use, fatigue. Dans un tel contexte, l'héroïsme individuel perd de sa pertinence. La survie dépend de la capacité collective à endurer, à réparer, à continuer malgré les pertes. Les textes, lorsqu'ils existaient encore, n'étaient pas conçus pour raconter des exploits. Ils servaient à maintenir un fonctionnement minimal. Une fois ce fonctionnement interrompu, il ne reste rien pour transformer la violence en récit. Cette guerre sans héros laisse une mémoire différente. Elle ne se transmet pas par des chants ou des inscriptions, mais par des absences. Des quartiers désertés, des réseaux abandonnés, des traditions interrompues. La continuité culturelle elle-même est affectée. Les générations suivantes, lorsqu'elles s'installent sur ces ruines, ne disposent pas d'un récit clair de ce qui s'est passé. Elles héritent d'un paysage marqué par la destruction, mais privé d'explication. Cette absence de narration a des conséquences profondes. Elle empêche l'intégration de l'événement dans une mémoire collective structurée. La guerre n'est pas transformée en leçon ou en mythe fondateur. Elle reste une rupture incomprise. Cela peut expliquer pourquoi certaines cités ne sont jamais reconstruites à l'identique. Le lien symbolique avec le lieu est brisé. En observant cette période, on comprend que toutes les guerres ne produisent pas des récits. Certaines laissent derrière elles un vide, une incapacité à dire. Les Sumériens, si attentifs à l'ordre et à la continuité, ont peut-être été confrontés à une forme de violence qui ne trouvait pas sa place dans leurs cadres mentaux. Une violence qui ne pouvait être ni expliquée par les dieux, ni maîtrisée par l'administration. Cette guerre sans héros n'est donc pas seulement un conflit armé, elle est une crise de sens. Elle marque le moment où les outils traditionnels de compréhension cessent de fonctionner. L'écriture se tait, les rituels échouent, les figures d'autorité perdent leur rôle.
Ce qui subsiste est un paysage altéré, porteur de traces physiques, mais dépourvu de récit. Après le silence des armes vient un autre silence, plus étendu, plus difficile à percevoir au premier regard. Celui de la terre. Les archives écrites ne reprennent pas, mais le paysage conserve une mémoire propre. Les sols des anciennes cités sumériennes portent les marques d'un dérèglement progressif, comme si la guerre avait laissé derrière elle une fatigue durable, inscrite dans la matière même qui nourrissait la civilisation. Les champs autrefois soigneusement irrigués montrent des signes d'abandon. Les canaux, sans entretien constant, se comblent lentement de sédiments. L'eau, qui devait être guidée avec précision, s'étale ou stagne. Ce désordre hydrique a des conséquences profondes. Les terres deviennent moins productives, non par un événement brutal, mais par une dégradation cumulative. Les récoltes diminuent, saison après saison, sans qu'un retour rapide à la normale soit possible. Avant la rupture, les tablettes mentionnaient déjà des ajustements agricoles, des transferts de parcelles, des rendements variables. Après le conflit, ces mécanismes correctifs disparaissent. Il n'y a plus de scribes pour noter, plus d'autorité pour coordonner. L'agriculture, qui reposait sur une organisation collective complexe, ne peut plus fonctionner de manière isolée. Sans réseau, chaque champ devient vulnérable. Les analyses des sols effectuées sur certains sites révèlent une accumulation de sel. Ce phénomène, lié à une irrigation prolongée sans drainage adéquat, transforme progressivement des terres fertiles en surfaces stériles. Tant que les canaux étaient entretenus et surveillés, cet équilibre pouvait être corrigé. Mais dans un contexte de désorganisation, la salinisation s'accélère. La Terre cesse de répondre aux efforts humains. Ce processus n'est pas immédiat. Il s'étend sur des années, peut-être des générations, mais il est irréversible à l'échelle d'une vie humaine. Les communautés qui tentent de rester ou de revenir se heurtent à une réalité nouvelle. Les semences ne donnent plus les résultats attendus. Les rendements ne justifient plus l'effort. Peu à peu, l'abandon s'impose comme une nécessité, plutôt que comme un choix. Les canaux, autrefois symboles de maîtrise et de coopération, deviennent des lignes de fracture. Certains sont détournés par des groupes isolés, aggravant les déséquilibres en aval. D'autres s'effondrent, laissant l'eau se perdre dans le sol. Le paysage change de texture. Là où l'on attendait des champs ordonnés, apparaissent des zones blanchâtres, craquelées, silencieuses. La fertilité, fondement de la cité, se retire. Ce basculement a des conséquences sociales profondes. Une société agricole ne peut survivre sans surplus. Sans production excédentaire, il n'y a plus de redistribution, plus de spécialisation, plus de temples à entretenir. Les structures qui faisaient à la force des cités sumériennes deviennent intenables. Les populations se dispersent, cherchant ailleurs des terres plus hospitalières. Ce déplacement n'est pas accompagné d'un récit collectif. Il se fait par nécessité. Les ruines ne sont pas abandonnées dans la précipitation, mais dans une résignation progressive. Les générations suivantes héritent d'un paysage appauvri dont les causes profondes se sont déjà effacées de la mémoire. La guerre n'est plus visible, mais ses effets persistent, inscrits dans la terre. Ce moment où les champs cessent de produire marque une transformation irréversible. La civilisation, déjà fragilisée par le conflit, perd son socle matériel. La capacité à se nourrir, à planifier, à transmettre s'effondre. L'écriture, déjà absente, ne peut plus accompagner cette transition. La Terre devient le dernier témoin d'un ordre disparu. En observant ces sols aujourd'hui, on comprend que la fin d'une civilisation ne se joue pas uniquement dans les batailles. Elle se prolonge dans les cycles agricoles, dans l'incapacité à restaurer un équilibre rompu. La guerre agit comme un catalyseur, mais c'est l'environnement altéré qui scelle le destin des cités. Ce jour où les champs ont cessé de produire n'a pas été consigné sur une tablette. Il ne correspond pas à une date, ni à un événement spectaculaire. Il s'est imposé lentement, silencieusement, jusqu'à devenir évident. Et lorsque la Terre elle-même refuse de répondre, toute tentative de reconstruction devient vaine, préparant un monde où les scribes ne reviendront pas, et où les villes ne seront plus que des silhouettes effacées sous la poussière, laissant place à une disparition plus profonde encore, celle des voix capables de transmettre ce qui a été perdu. Lorsque les champs cessent de produire et que les canaux ne sont plus entretenus, une autre disparition suit presque naturellement, celle des scribes. Leur absence n'est pas seulement professionnelle, elle est civilisationnelle. Sans eux, le monde sumérien perd sa capacité à se penser, à se mesurer, à se transmettre. L'écriture, qui avait accompagné chaque aspect de la vie collective, s'éteint sans laisser de relais immédiat.
Les scribes n'étaient pas de simples techniciens. Leur rôle dépassait largement l'acte d'écrire. Ils formaient une mémoire active, capable de relier le passé au présent. Ils connaissaient les règles, les cycles, les précédents. Leur savoir était accumulé lentement, transmis dans des écoles exigeantes, souvent liées au temple. Former un scribe demandait du temps, de la stabilité et une société capable de soutenir un apprentissage long. Lorsque ces conditions disparaissent, la fonction elle-même devient impossible. Les fouilles archéologiques confirment cette rupture. Dans certaines régions, les tablettes cessent brutalement d'apparaître dans les couches les plus récentes. Il ne s'agit pas d'un changement de langue ou de support. Il n'y a rien pour remplacer l'argile. Le silence est total. Plus de comptes, plus de contrats, plus de prières consignées. La société continue peut-être sous d'autres formes, mais elle ne s'écrit plus. Cette disparition est soudaine à l'échelle historique. Là où des générations de scribes avaient maintenu une continuité presque ininterrompue, l'arrêt est net. Cela suggère une rupture profonde des structures éducatives. Les écoles ferment ou sont abandonnées. Les maîtres disparaissent ou se dispersent. Sans institutions capables de transmettre les codes de l'écriture, même ceux qui savaient écrire finissent par perdre leur utilité sociale. Les scribes dépendaient d'un surplus économique. Leur travail ne produisait ni nourriture ni biens matériels immédiats. Ils reposaient sur une société suffisamment prospère pour soutenir des fonctions abstraites. Lorsque la production agricole décline, ces fonctions sont parmi les premières à disparaître. L'écriture devient un luxe que plus personne ne peut se permettre. Cette perte a des conséquences en cascade. Sans écriture, les accords ne sont plus formalisés. Les dettes ne sont plus consignées. Les rituels ne sont plus standardisés. Chaque communauté doit improviser, s'appuyer sur la mémoire orale, sur des traditions locales fragmentées. La cohérence régionale se dissout. Ce qui subsiste est une mosaïque de pratiques, difficilement coordonnable. Le silence des scribes marque aussi une rupture symbolique. Dans la pensée sumérienne, écrire, c'est ordonner. C'est donner une forme durable au monde. Lorsque cette capacité disparaît, le réel devient plus instable, plus difficile à maîtriser. Les décisions se prennent dans l'urgence, sans référence écrite, sans comparaison possible avec le passé. La société perd son épaisseur temporelle. Il est possible que certains scribes aient fui vers des régions moins touchées. Mais même dans ces zones, l'écriture change de fonction. Elle devient plus rare, plus spécialisée, parfois limitée à des usages rituels ou commémoratifs. Le grand flux administratif qui caractérisait les cités sumériennes ne reprend pas. Il appartient désormais à un monde révolu. Cette disparition n'est pas accompagnée de lamentations écrites. Aucun texte ne déplore la fin des écoles ou la perte du savoir. Cela tient précisément au fait que ceux qui auraient pu le faire ne sont plus là. Le silence est complet, auto-entretenu. La mémoire écrite s'éteint sans pouvoir se commenter elle-même. Avec le recul, cette extinction de l'écriture apparaît comme l'un des signes les plus clairs de l'effondrement. Les murs peuvent être reconstruits, les chants parfois récupérés, mais une tradition intellectuelle rompue est difficile à restaurer. Les générations suivantes ne disposent plus des outils nécessaires pour comprendre ce qui a été perdu. La guerre, la famine, la dégradation des sols deviennent des faits sans contexte. Ce moment marque une transition décisive. La civilisation sumérienne, telle qu'elle s'était définie, cesse d'exister. Elle ne disparaît pas entièrement, mais elle se transforme en quelque chose de plus fragmenté, de moins centralisé, de moins conscient de son propre passé. Les scribes, en s'éclipsant, emportent avec eux la capacité de relier les événements, de leur donner une continuité. Et dans ce monde privé d'écriture, une autre forme de mémoire commence à prendre le relais. Une mémoire inscrite non plus dans l'argile, mais dans les ruines, dans les couches du sol, dans les traces laissées par le feu et l'abandon. C'est vers ces indices matériels que se tourne désormais l'enquête, cherchant à comprendre ce que les textes ne peuvent plus dire et comment la science moderne tente de reconstituer, à partir de fragments muets, l'ampleur réelle de ce conflit ancien et de ses conséquences durables. Lorsque l'écriture s'est tue et que les scribes ont disparu, il ne restait plus qu'un langage capable de traverser le temps sans intention humaine, celui des traces physiques. Dans les anciennes cités sumériennes, les fouilles ont révélé un élément inattendu, le feu. Là où l'eau avait longtemps structuré l'espace, là où les canaux, les bassins et les sols irrigués dominaient, apparaissent soudain des couches marquées par une combustion intense et localisée. Ces traces ne correspondent pas à de simples incendies domestiques. Elles ne suivent pas une logique accidentelle. Dans plusieurs sites, le feu a touché des zones précises,
parfois administratives, parfois résidentielles, laissant d'autres secteurs relativement intacts. Les températures atteintes ont modifié la structure même des matériaux. Les briques crues se sont durcies de manière anormale. L'argile des murs a parfois été vitrifiée. Ces transformations indiquent une exposition prolongée à une chaleur élevée, difficile à expliquer par un feu isolé. Ce phénomène est d'autant plus troublant qu'il apparaît dans un environnement pensé pour maîtriser l'eau. Les cités sumériennes étaient conçues pour résister aux crues, pour canaliser les flux, pour limiter les risques liés à l'humidité. Le feu n'y occupait pas une place centrale. Lorsqu'il apparaît de manière récurrente dans les couches archéologiques, il signale une rupture dans l'usage de l'espace urbain. Quelque chose a changé dans la manière dont la ville a été traversée, occupée ou attaquée. Les traces de combustion sont souvent associées à des phases d'abandon rapide. Les objets retrouvés dans ces niveaux montrent peu de signes de récupération. Des réserves sont laissées sur place. Des outils restent là où ils ont été utilisés pour la dernière fois. Cette absence de réorganisation suggère que le feu n'a pas été suivi d'une reconstruction immédiate. Il n'a pas servi à nettoyer ou à transformer, mais à détruire ou à neutraliser. L'origine de ces incendies reste difficile à déterminer. Il pourrait résulter d'affrontements directs, de destructions ciblées ou de pratiques de représailles. Mais il pourrait aussi être lié à un effondrement général, où les mécanismes de contrôle ont disparu. Dans une ville privée de coordination, un incendie peut se propager sans être maîtrisé. Pourtant, la répétition de ces traces sur plusieurs sites laisse penser à un phénomène plus systémique. Ce qui frappe, c'est la manière dont le feu s'inscrit dans un paysage déjà fragilisé. Les canaux obstrués, les champs appauvris, les bâtiments abandonnés créent des conditions propices à la combustion. Le bois sec, les roseaux, les matériaux accumulés sans entretien deviennent inflammables. Le feu n'est peut-être pas seulement une arme, mais un symptôme. Celui d'un environnement où les équilibres ont été rompus. Dans certains cas, les couches de feu sont suivies d'une absence presque totale d'occupation. Le site n'est pas reconstruit. Il reste figé, recouvert progressivement par les sédiments. Cette séquence suggère que l'incendie marque un point de non-retour. Après lui, la ville cesse d'être un lieu viable. Les habitants ne reviennent pas, ou seulement de manière marginale, sans rétablir les structures anciennes. Ces traces matérielles contrastent fortement avec le silence des textes. Le feu, par sa nature, efface autant qu'il révèle. Il détruit les archives, les supports de mémoire, les éléments organiques. Ce qu'il laisse, ce sont des indices indirects, des transformations chimiques, des couches sombres, des fragments altérés. La science moderne doit apprendre à lire ces signes comme un langage à part entière. L'analyse de ces niveaux brûlés permet de reconstituer des séquences. On observe parfois une alternance entre destruction et tentative de réoccupation. Des murs réparés à la hâte, des sols nivelés, puis de nouvelles couches de feu. Cela suggère une instabilité prolongée, où la ville est reprise, puis à nouveau abandonnée. La guerre, ou ce qui en tient lieu, ne se limite pas à un épisode unique. Elle se prolonge dans le temps, rendant toute stabilisation impossible. Dans ce contexte, le feu devient un marqueur de la fin. Il transforme l'espace, modifie durablement les matériaux et rend plus difficile toute reconstruction future. Là où l'eau pouvait être redirigée, le feu laisse des cicatrices. Il altère la qualité des sols urbains, fragilise les structures, détruit les réseaux invisibles de la vie quotidienne. Ce paradoxe est frappant. Une civilisation née de la maîtrise de l'eau voit son effacement marqué par le feu. Ce basculement symbolique reflète une perte de contrôle généralisée. Les éléments, autrefois intégrés dans un système cohérent, échappent à l'organisation humaine. L'eau ne nourrit plus, le feu ne réchauffe plus. Ils deviennent des forces de déséquilibre. Ces traces de feu ne racontent pas une victoire. Elles ne signalent pas un triomphe. Elles témoignent d'une rupture brutale, d'une incapacité à maintenir l'ordre matériel et social. Elles complètent le silence des tablettes en offrant une autre forme de narration, plus brute, plus difficile à interpréter, mais essentielle. En confrontant ces indices, une image se dessine, celle d'un conflit ou d'un effondrement qui dépasse la simple confrontation humaine. Un processus où les structures, les ressources et les savoirs se désagrègent simultanément. Et alors que le feu marque la fin visible de certaines cités, une autre dimension de cette disparition commence à apparaître dans les textes survivants. Non plus des récits d'événements, mais des allusions à des dieux absents, à des protections retirées, comme si la destruction matérielle s'accompagnait d'un retrait symbolique, laissant les hommes seuls face à un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Lorsque les cités se vident, que
que les champs s'appauvrissent et que le feu marque l'espace urbain, une transformation plus discrète s'opère dans les rares textes qui nous sont parvenus. Elle ne concerne plus les ressources, ni les armes, ni les murs. Elle touche au cœur même de la vision sumérienne du monde. Les dieux, autrefois omniprésents, semblent se retirer, non par une annonce claire, mais par une absence progressive, perceptible dans la manière dont ils sont évoqués. Dans les périodes de stabilité, les textes sumériens parlent des dieux avec assurance. Les rituels sont efficaces, les offrandes appropriées, les réponses attendues. La relation entre la cité et ses divinités est structurée, presque contractuelle. Les dieux protègent tant que l'ordre est respecté. Mais dans les textes tardifs, ce cadre se fissure. Les invocations deviennent plus insistantes, moins confiantes. Les formules changent subtilement, comme si l'on s'adressait à une présence de plus en plus distante. Les prières conservées de cette période ne demandent plus seulement la prospérité ou la victoire. Elles implorent le retour de l'attention divine. Les mots évoquent l'abandon, le silence, l'incompréhension. Pourtant, ces sentiments ne sont jamais formulés de manière accusatrice. Les dieux ne sont pas blâmés. Au contraire, la faute est souvent supposée humaine, même lorsqu'elle n'est pas identifiable. Cette posture révèle une difficulté profonde. Comment expliquer un désastre lorsque les règles semblent avoir été respectées ? Certains textes mentionnent explicitement le départ d'une divinité tutélaire. La cité est décrite comme privée de sa protection, laissée à elle-même. Cette idée n'est pas métaphorique. Dans la pensée sumérienne, un dieu qui quitte son temple entraîne la perte de l'ordre. Les murs peuvent rester debout, mais la ville est déjà condamnée. Ce thème apparaît avec une insistance nouvelle, comme si l'effondrement matériel avait trouvé une explication symbolique acceptable. Ce retrait divin n'est pas présenté comme un acte soudain. Il est progressif, presque imperceptible. Les rituels continuent longtemps après les premiers signes de déséquilibre. Les prêtres accomplissent les gestes prescrits, les offrandes sont faites, les calendriers respectés. Mais les résultats attendus ne suivent plus. La pluie ne vient pas. Les ennemis ne sont pas repoussés. Les maladies persistent. Le lien entre l'acte rituel et son effet semble rompu. Cette rupture est profondément déstabilisante pour une société fondée sur l'idée d'un cosmos ordonné. Si les dieux ne répondent plus, alors le monde n'est plus intelligible selon les schémas habituels. Les textes tentent de s'adapter. Ils multiplient les explications possibles, les purifications, les supplications. Mais aucune ne semble restaurer l'équilibre perdu. Le langage religieux devient un espace d'incertitude. Il est frappant de constater que cette évolution se produit alors même que l'écriture disparaît. Les textes qui évoquent le retrait des dieux sont parmi les derniers à être produits. Ils marquent une tentative ultime de donner du sens à ce qui échappe. Après eux, le silence s'installe, comme si, une fois les dieux absents, l'acte même d'écrire perdait sa justification profonde. Cette idée d'un abandon divin sera reprise, transformée, transmise par des cultures ultérieures. Mais dans le contexte sumérien, elle revêt une tonalité particulière. Elle ne sert pas à expliquer une défaite ponctuelle, mais un effondrement global. Les dieux ne se détournent pas d'un roi ou d'une armée, mais d'un mode de vie entier. La cité, conçue comme une entité vivante, est privée de son souffle. Ce retrait symbolique accompagne la désagrégation sociale. Sans protection divine, les hiérarchies perdent leur légitimité. Les rituels ne suffisent plus à maintenir la cohésion. La loi écrite, déjà affaiblie par la disparition des scribes, ne peut plus s'appuyer sur une autorité supérieure incontestable. La société se fragmente, cherchant de nouveaux repères. Les dieux qui se détournent ne sont pas seulement une croyance. Ils reflètent une expérience vécue, celle d'un monde où les mécanismes de régulation, qu'ils soient sociaux, économiques ou spirituels, cessent de fonctionner ensemble. Le langage religieux enregistre cette rupture avec une pudeur remarquable. Il ne décrit pas la panique, mais l'incompréhension. Il ne crie pas, il constate. Pour l'observateur moderne, ces textes offrent une clé précieuse. Ils montrent comment une civilisation interprète sa propre fin, non comme un échec technique ou militaire, mais comme une perte de sens cosmique. La guerre, la famine, l'abandon des villes trouvent leur cohérence dans cette idée d'un retrait divin. Elle permet d'unifier des expériences disparates en une seule narration, même fragmentaire. Cette narration, cependant, ne suffit pas à préserver la continuité. Après ces derniers textes, il n'y a plus de voix pour décrire, expliquer ou transmettre. Les dieux se sont tus, et avec eux ceux qui parlaient en leur nom. Ce silence ouvre une nouvelle phase.
celle où la mémoire de ce monde ne subsiste plus que sous forme de fragments, dispersés, enfouis, attendant d'être interprétés par une science qui ne partage plus les mêmes croyances, mais qui cherche néanmoins à comprendre ce qui s'est réellement produit lorsque les dieux, du moins dans les textes, ont cessé de répondre. Lorsque les textes se taisent et que les dieux se retirent du récit, il reste une autre forme de lecture possible. Elle n'appartient pas au monde ancien, mais elle s'efforce d'en reconstituer les dynamiques sans y projeter de mythes. La science moderne aborde ces cités disparues avec une distance méthodique, attentive aux indices faibles, aux corrélations lentes, aux processus cumulés. Ce qu'elle révèle n'est ni une catastrophe unique, ni une cause isolée, mais un enchevêtrement de facteurs qui, ensemble, ont rendu un monde invivable. L'étude des sols, des sédiments et des paysages montre que les transformations environnementales ont précédé, accompagné et suivi les épisodes de violence. La dégradation des terres agricoles n'est pas seulement une conséquence de l'abandon. Elle résulte d'une exploitation intensive sur le long terme, rendue possible par une organisation collective sophistiquée. Tant que cette organisation fonctionnait, les déséquilibres pouvaient être corrigés. Lorsqu'elle s'est fragmentée, les mêmes techniques sont devenues destructrices. Les analyses paléo-environnementales indiquent des variations climatiques subtiles mais persistantes. Des changements dans les régimes de crues, des périodes plus sèches, des épisodes imprévisibles ont accru la pression sur des systèmes déjà fragiles. Ces variations ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer l'effondrement. Mais combinées à une dépendance extrême à l'irrigation, elles ont réduit les marges d'adaptation. La société sumérienne, très efficace dans un cadre stable, s'est révélée vulnérable face à une instabilité prolongée. La science moderne s'intéresse aussi aux réseaux. Les cités sumériennes n'étaient pas des entités isolées. Elles formaient un système interconnecté, fondé sur des échanges de ressources, de savoirs, de main-d'œuvre. Ce type de réseau offre des avantages considérables en période de prospérité. Il permet la spécialisation, l'innovation, l'accumulation. Mais il présente aussi un risque. Lorsque certaines parties du réseau se désorganisent, les effets se propagent. Une rupture locale peut entraîner des conséquences à grande échelle. Les modèles actuels suggèrent que la guerre, dans ce contexte, n'est pas une cause première, mais un amplificateur. Elle accélère des processus déjà en cours. Elle détruit des infrastructures, déplace des populations, rompt des coopérations fragiles. Elle transforme des tensions latentes en ruptures irréversibles. La violence ne crée pas le déséquilibre, mais elle empêche toute correction à long terme. Cette lecture permet de comprendre pourquoi la mémoire écrite s'interrompt avant que la destruction ne soit totale. L'écriture dépend d'une stabilité minimale. Elle nécessite des institutions, des formations, un horizon temporel. Lorsque l'incertitude devient permanente, lorsque l'avenir ne peut plus être anticipé, l'acte d'écrire perd son sens pratique. La disparition des scribes n'est pas un mystère isolé, elle est le symptôme d'un système qui ne peut plus se projeter. La science moderne met également en lumière la dimension humaine de cet effondrement. Les décisions prises à court terme pour survivre à une crise immédiate peuvent aggraver des problèmes structurels. Détourner un canal, surexploiter un champ, renforcer une défense au détriment d'une coopération régionale sont des choix rationnels à l'échelle locale. Mais cumulés, ils fragilisent l'ensemble. Les Sumériens n'ont pas manqué de savoir. Ils ont été pris dans une dynamique où chaque solution partielle réduisait les options futures. Ce regard contemporain ne cherche pas à juger. Il tente de comprendre. Il montre que l'effondrement d'une civilisation n'est pas un échec moral, mais un processus complexe, souvent invisible pour ceux qui le vivent. Les signes sont là, mais ils sont interprétés selon les cadres disponibles. Les présages, les dieux qui se détournent, les rituels intensifiés sont autant de tentatives pour donner du sens à des phénomènes systémiques qui dépassent l'expérience individuelle. Ce que la science commence seulement à comprendre, c'est aussi la temporalité de ces effondrements. Ils ne se produisent pas en un instant. Ils s'étendent sur plusieurs générations. Ils laissent des périodes intermédiaires où l'ancien monde subsiste partiellement sans pouvoir se reconstituer pleinement. Ces phases sont difficiles à lire car elles ne correspondent ni à l'apogée ni à la ruine totale. Elles sont faites de compromis, de survie, d'adaptations incomplètes. Dans ce cadre, les tablettes sumériennes prennent une valeur particulière. Elles ne sont pas seulement des documents anciens, elles sont des capteurs de complexité. Elles enregistrent, sans le savoir, les limites d'un système. Leur silence final n'est pas une absence de données, mais une donnée en soi. Il indique le moment où les outils de compréhension interne cessent d'être opérants.
La science moderne, avec ses méthodes et ses modèles, n'apporte pas de conclusion définitive. Elle ne remplace pas les récits anciens. Elle dialogue avec eux. Elle montre que la guerre antique révélée par les tablettes n'est pas un événement isolé, mais un point de convergence. Un moment où des tensions environnementales, sociales, économiques et symboliques se rencontrent. En reconstituant ce passé, une autre question émerge, plus contemporaine. Que devient une société lorsque ses mécanismes de régulation, si efficaces en temps normal, se retournent contre elle en période de stress prolongé? Les Sumériens n'ont pas disparu sans laisser de traces. Ils ont laissé un avertissement silencieux, inscrit dans l'argile, la terre et les ruines. Ce que la science commence seulement à comprendre, ce n'est pas seulement comment une civilisation s'est effondrée. C'est pourquoi ces effondrements se répètent, sous des formes différentes, à travers l'histoire. Et face à ces vestiges immobiles, une interrogation demeure calme et persistante. Reconnaissable, à partir de quels signes discrets une société peut-elle encore infléchir sa trajectoire avant que ses propres outils de mémoire ne se taisent à leur tour ?